Marie Lebec, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Montigny-le-Bretonneux, installez-vous. Bienvenue dans cet établissement qui nous accueille pour le café politique chaque semaine. Au cours du prochain quart d'heure, on va parler de vous, de votre parcours, de vos engagements. Vous avez 27 ans, vous êtes député de La République En Marche dans la 4e circonscription des Yvelines. C'est un secteur que vous connaissez plutôt bien. Vous avez fait une partie de vos études à Loussienne, à Saint-Germain-en-Laye ou encore à Chatou. Le premier engagement politique pour vous, parce qu'on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, c'est 2007. 2007, c'est l'UMP. Campagne pour Nicolas Sarkozy. Exactement, c'est mon premier engagement. En fait, mes parents m'ont fait découvrir, parce que c'était vraiment la politique au-delà du juste en parler en famille en 2004, quand j'avais 14 ans. Et puis après, j'ai voulu m'engager, puis je suis devenue un peu accro aux campagnes et voilà, j'ai continué mon engagement politique comme ça. Comment ça s'est passé la découverte du militantisme justement ? En fait, moi je viens d'une famille qui parle beaucoup politique, mais pas du tout, qui n'est pas du tout militante, pas du tout à aller sur le terrain. Et puis en 2007, je trouvais que Sarkozy c'était vraiment une super ambiance, une super campagne. Et je me suis un peu rapprochée de l'UMP locale et je commençais, on m'a dit d'aller coller des affiches, on m'a dit d'aller tracter. Bon là aussi j'étais, je pense, dans les plus jeunes à 16 ans. Et voilà quoi. Après, je trouve qu'une campagne c'est très vivant, c'est un moment où vous rencontrez des personnes de toute origine, de tout milieu, des gens qui n'ont pas du tout les mêmes aspirations mais qui se regroupent tout autour d'un candidat, donc c'est vraiment un moment passionnant de la vie politique. Qu'est-ce qui vous a fait partir de l'UMP ? L'ennui profond. Non, en fait, moi j'ai quand même été 10 ans encarté à l'UMP et j'ai trouvé qu'il n'y avait pas vraiment de volonté ni de renouvellement du personnel qui était présent. On voit que le débat revient là avec les différences entre ceux qui soutiennent Bédier et ceux qui ne le soutiennent pas. Et puis je trouve qu'on était vraiment que dans une dynamique de reconquête du pouvoir, mais pas vraiment avec des nouvelles propositions, des nouvelles idées. Depuis la défaite de Nicolas Sarkozy, il n'y avait que dans l'objectif un partage un peu de qui aurait quel poste, qui serait à quelle responsabilité. C'est pas franchement ce à quoi j'aspirais et voilà, donc j'ai rejoint un petit peu En Marche parce que je trouvais qu'Emmanuel Macron avait une personnalité intéressante et voir un peu ce que ça donnait. Et puis finalement, j'ai totalement adhéré au porte-à-porte. On parlait de l'UMP, vous parliez de La République En Marche, il y a eu le Parti Socialiste aussi. Pendant 18 mois, vous avez été attaché parlementaire aussi du député socialiste Christian Franqueville. Tout à fait. En fait, en sortant de mes études, donc, j'ai fait un master à affaires publiques et représentation des entreprises. C'est-à-dire accompagner les entreprises dans leurs relations avec les pouvoirs, les institutions et les pouvoirs politiques. Et il y avait cette opportunité en fait d'être collaboratrice et je me suis dit c'est une bonne opportunité parce qu'au moins je connaîtrais de l'intérieur le fonctionnement de l'Assemblée nationale, pas que de manière théorique. Il m'a jamais demandé quelles étaient mes convictions politiques, je ne lui ai pas donné. Et c'est vrai que le principal, quand on a fait l'entretien d'embauche, il m'a dit moi mon sujet numéro 1 c'est vraiment l'emploi et le maintien de l'emploi dans les Vosges. Je me suis dit l'emploi c'est ni gauche ni droite, je pense qu'on peut trouver un terrain d'entente. Et ça a été vraiment une expérience très enrichissante parce que j'étais à la fois à l'Assemblée et puis après je suis partie dans la deuxième partie un petit peu de mon emploi là-bas dans les Vosges, donc voilà. Cette volonté de devenir député n'est pas venue tout de suite. C'est-à-dire quand vous avez rallié le mouvement En Marche pour la campagne présidentielle, vous vous êtes pas dit si ça va bien, j'ai peut-être moyen de faire une petite carrière politique, de m'engager, d'être député. J'ai toujours été très intéressée par la politique et forcément quand vous êtes investi dans un parti, vous vous dites toujours mais peut-être que je pourrais un jour être dans une mairie, dans une équipe municipale ou même plus. Forcément vous y pensez parce que quand vous êtes engagé, vous avez aussi envie de toujours vous engager plus. Mais non, pour En Marche, déjà moi je croyais pas du tout qu'Emmanuel Macron pouvait gagner. Je me rappelle un de mes premiers souvenirs, c'est quand je discute avec le référent départemental de En Marche qui me dit oui, alors dans 12 mois il est président et j'étais là, non mais ce gars est fou. Moi je l'ai fait 10 ans que je fais de la politique, jamais quelqu'un qui émerge comme ça arrive à remporter une élection. Et puis en fait j'ai un peu passé toute la campagne des présidentielles à me dire quand même c'est fou ce qu'on arrive à faire avec En Marche. Et du coup je pensais pas ni être investi, je pensais pas candidater. Puis j'ai eu le soutien de quelques militants, donc j'ai déposé une candidature. Puis je pensais pas être investi, puis j'étais investi, je pensais pas être élu et j'ai été élu. Donc ça a été de surprise en surprise. Et dans votre famille, vous l'avez dit, on parlait politique, on parle politique. Ils ont réagi comment à cet engagement ? Alors à En Marche et puis aussi le fait de passer le cap et d'être candidate et puis ensuite élue députée. Déjà ça n'a pas été facile, c'était un gros travail de conviction parce que malgré tout moi j'ai une famille qui a toujours été historiquement engagée à droite, de la droite libérale très tournée vers l'économie, l'entreprise.
Et du coup, c'est vrai qu'ils avaient un peu l'impression que c'était le sous-marin de François Hollande. Donc il y a eu beaucoup de débats. Donc c'est la trahison. De ça. Voilà, c'était un peu, mais pourquoi tu vires à gauche, etc. Et puis, progressivement, je les ai convaincus. Bon, je pense qu'un peu un élément de conviction, ça a été forcément quand j'étais investie. Ils étaient très contents, très fiers, donc ça aide toujours. Et puis maintenant, je pense qu'ils sont assez satisfaits du quinquennat pour l'instant. Là, on parlait du parcours politique. Il y a aussi un parcours professionnel, puisque vous avez fait un début de carrière en tant que lobbyiste. Tout à fait. Et on vous l'a reproché aussi. Ouais, on en a beaucoup C'est mal parlé. vu. Non, mais en fait, on en a beaucoup parlé pendant la campagne. Et après, quand on est arrivé à l'Assemblée, il y avait quelques articles très agressifs sur le sujet, l'entrée des lobbyistes à l'Assemblée nationale. Moi, ce que j'ai appris en étant lobbyiste, c'est que en fait, vous avez le monde économique, le monde politique, c'est deux mondes qui interagissent énormément l'un sur l'autre et qui se parlent pas. Et moi, quand j'étais lobbyiste, je constate que les entreprises, souvent, elles disent « Ah oui, je vais avoir tel sujet », mais elles ne pensent pas une seule seconde à alerter les politiques sur ces sujets-là. Et maintenant que je suis députée, je constate que, en fait, souvent, vous voulez essayer de rencontrer des acteurs qui vont pouvoir vous parler de thématiques sur lesquelles vous travaillez, et vous ne savez pas tellement qui vous adresser parce qu'il y a une trop grande diversité. Et je pense que le lobbyiste, il fait le lien entre ces deux-là parce qu'il connaît bien les deux mondes, il les fréquente, et je pense que c'est absolument fondamental. Mais effectivement, ça a été un gros sujet. Je pense que la vision du lobbying en France, elle n'est pas hyper positive. Mais bon, je travaille à essayer de revaloriser ce métier qui est, je pense, important. Parcours politique, métier, âge, on vous a fait beaucoup de reproches pendant la campagne, on vous en fait encore peut-être aujourd'hui. C'est difficile le monde politique ? Vous l'avez vécu, vous le vivez comment ? Moi, je trouve que c'est moins Être exposé comme ça. En plus, on vous a beaucoup sollicité dans les médias, ne serait-ce que par votre âge aussi. Alors, oui, ça c'est vrai. Non, en fait, je trouve que quand même c'est moins dur qu'avant, notamment dans la place des femmes. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment une évolution. Je pense que c'est aussi un peu un phénomène générationnel. Je trouve qu'il y a moins ce rapport justement homme-femme. Enfin, en tout cas, moi aussi avec les députés de mon âge, je trouve que les relations sont beaucoup plus apaisées. Après, oui, c'est passionnant, mais c'est dur parce que effectivement, vous êtes quand même dans la représentation et ça veut dire que en fait, on attend toujours que vous soyez à 100% et pour ça, c'est difficile. Et je comprends qu'en même temps, quand vous avez mis 2 mois à obtenir un rendez-vous avec votre député parce que son agenda est plein, quand vous le voyez, vous attendez à ce qu'il soit au top, à 100%, totalement dispo. Donc c'est sûr que c'est pas facile. Les médias, c'est aussi c'est une bonne expérience, mais c'est aussi assez challenging, si on peut dire. Donc ouais, non, c'est pas évident. Mais vous êtes coaché pour ça. Tout à fait. Vous avez un coach, on peut juste en parler parce que là aussi ça a été médiatisé, c'est Laurent Fontaine, ancien animateur télé qui aujourd'hui fait du coaching et c'est lui qui vous coach. Ça se passe bien les séances de coaching ? Ça se passe bien, je sais pas, je le vois dans 15 jours, donc on verra si c'est ce qu'ils ont dit, mais non, franchement ça se passe bien. Moi je pense qu'on en avait vraiment besoin, honnêtement c'est un exercice auquel on n'est pas du tout habitué. Alors au début il y a le côté un peu fraîcheur, nouveauté qui est sympa, mais oui, ensuite il faut quand même être un peu professionnel. Et surtout, avant je faisais beaucoup de plateaux où j'étais seule avec les intervieweurs et honnêtement, ils jouent quand même toujours le jeu. Quand ils voient que vous êtes en difficulté, ils changent un peu de sujet, enfin sauf certains. Mais globalement, voilà. En fait, quand vous commencez à être avec plutôt des opposants politiques, vous avez très peu de temps de parole, on ne s'écoute pas toujours, donc il faut être percutant tout de suite et transmettre la bonne information. Et ça, c'est un exercice qui est, même avec un peu d'entraînement et d'expérience, c'est pas un exercice facile à faire. Seul en plateau, on change de sujet, les journalistes, quand vous êtes un peu en difficulté, peut-être que vous allez être en difficulté sur ce sujet, c'est la réforme ferroviaire ? Ah non, ça je... Vous travaillez dessus et c'est forcément d'actualité sur le mois d'avril avec ces grèves qui sont annoncées jusqu'au mois de juin, ces manifestations qui se poursuivent, ces usagers qui sont pénalisés et qui ont parfois du mal aussi. C'est quoi le message à faire passer pour que les choses avancent ? Ça veut dire que c'est impossible de réformer, que le gouvernement va devoir revenir aussi sur ce qui a été prévu ? Alors non, il faut absolument pas que le gouvernement revienne sur ses objectifs. C'est une réforme qui est ambitieuse. Je pense qu'en fait on parle beaucoup de, par exemple, la dette, le statut des cheminots, etc. Mais il faut juste rappeler que le fond du sujet, c'est l'ouverture à la concurrence. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va faire pour faire que la SNCF, quand on va faire entrer de nouveaux acteurs, des nouvelles entreprises ferroviaires, puissent s'adapter, puissent perdurer et ne se retrouvent pas dans des situations difficiles comme certaines entreprises françaises qui étaient avant publiques sont devenues quand leur statut a changé, quand de nouveaux opérateurs sont arrivés. Donc l'ouverture à la concurrence, en gros, pour moi, il y a 2 grands sujets. Il y a d'une redéfinir, en fait, on va passer à une politique nationale, à des politiques de transport régional
et des lignes d'intérêt national, donc TGV. Ça, c'est le premier sujet. Donc il faut redéfinir comment les pouvoirs vont s'articuler entre les différentes autorités organisatrices de transport. Et puis ensuite, le deuxième sujet, c'est de dire, ok, donc ça veut dire qu'on va devoir transmettre un certain nombre d'informations aux autorités organisatrices pour qu'elles puissent faire des appels d'offres, définir comment est-ce qu'elles veulent s'organiser, est-ce que c'est plutôt de la régie, est-ce que c'est plutôt la délégation de services publics. Donc voilà, c'est ces conditions-là vraiment qui sont le fond de la discussion. Après, effectivement, ça implique aussi le statut des cheminots, parce que pour être compétitif, il faut faire évoluer ce statut. Donc il y a des négociations qui sont en cours, et puis il y a la question de la dette et de l'organisation de la SNCF. Pour l'instant, on est à un épique, il faut que ce statut change en société nationale à capitaux publics. Donc voilà, c'est une réforme qui est ambitieuse. Je comprends qu'elle suscite des angoisses. C'est vrai qu'on a vu parfois des secteurs qui ont été ouverts à la concurrence, où des grandes entreprises françaises ont été extrêmement pénalisées. Et en même temps, c'est une source d'opportunité parce que quand vous faites rentrer de la concurrence, vous êtes plus innovant, vous cherchez à être plus créatif. Pour le consommateur, ça fait aussi baisser les prix des billets. Et je pense qu'il n'y a personne qui vous dira pas que le billet Paris-Bordeaux pour aller sur le bassin d'Arcachon est abordable, etc. Donc voilà, il y a vraiment des avantages. Donc le texte, il n'est pas figé, il bouge, mais il faut que tout le monde soit prêt à discuter. Avec un planning comme celui-ci, vous n'avez plus beaucoup de temps pour vous. Vous le regrettez? Est-ce que vous pratiquez toujours le badminton? Non, c'est terrible. Me parlez pas ça, je ne fais plus de sport. Il n'y a plus beaucoup de temps personnel. Je dirais que c'est ça le plus dur presque. C'est pas pour moi parce que je vis des choses passionnantes, mais pour mes proches, pour ma famille, en fait, on a très peu de temps à leur consacrer et parfois c'est difficile. Donc effectivement, non, j'ai plus ni le temps de cuisiner, ni de faire de badminton. Enfin bref, ce que j'aimais faire avant, mais bon, c'est pas grave. Une dernière question. L'été dernier, vous disiez que vous pensiez un peu à la présidence de la République. C'est toujours le cas? Non. En fait, je trouve que cette phrase a été terriblement déformée. On m'a demandé où est-ce que je me voyais à 36 ans, dans 10 ans. Et j'ai dit, il faut se donner des objectifs inatteignables pour avancer. Mais j'en sais rien. Je veux dire, il faut être réaliste. Il y a très peu d'élus, il y a très peu de. Ce que je veux, c'est que. En gros, l'action que je mène aujourd'hui en tant que député soit reconnue et que cette reconnaissance me permette d'avancer et d'évoluer. Après, honnêtement, sincèrement, la politique, c'est pas un métier. C'est pour ça que j'avais été lobbyiste, c'était pour allier ma passion pour la politique et en même temps une carrière en tant que salarié. Mais on verra. Je veux dire, le monde a tellement changé là, depuis quelques mois que. Merci beaucoup, Marie Lebec, d'avoir participé à cette émission du Café Politique, députée de la 4e circonscription des Yvelines.